Ok, donc j'ai la lourde tâche de faire la mise en perspective. Alors bon, j'ai préparé des transparents dans le cours de la journée. Pardon? Des transparents, oui. Des slides. Un support dans le cours de la journée. Donc vous verrez qu'il y a certains transparents, je prends un peu des précautions qui sont un peu chargés. Et je fais aussi beaucoup de fautes d'orthographe, donc j'ai essayé de les traquer, mais il y en aura encore, donc mes excuses à l'avance. Donc du coup, l'idée c'était de retracer un peu ce qui s'est dit dans la journée, puis comment on pouvait prendre un peu de hauteur. Alors mon ambition initiale c'était de répondre aux questions qu'on avait posées au départ avec Christophe, et puis c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc voilà, on va pas répondre aux questions, on va en poser d'autres. Et puis après l'idée c'est qu'on puisse en débattre. Donc je voudrais revenir un peu sur cette idée d'intervention constructive. Alors intervention constructive, capacitante, développementale. Alors les termes sont employés un peu de manière indifférenciée. Alors on peut quand même voir des différences. Donc je pense que Fabien ce matin a assez bien montré la différence entre apprentissage et développement. Donc pour faire très court, on pourrait renvoyer la dimension constructive plutôt au côté apprentissage, et puis la dimension développementale plutôt à un aspect pérennisation des transformations dans une organisation, et puis transformation des rapports au travail. On y reviendra. Et puis le côté capacitant, l'idée d'intervention ou de dimension capacitante, on va y revenir, c'est une idée qui vient de l'appropriation par l'ergonomie des travaux d'Amartya Sen sur les capacités. Et donc l'idée de capacité, et d'où l'objectif capacitant, qu'on pourrait aussi dire capabilisant, enfin quand on a traduit par capacitant, c'est l'idée que pour pouvoir agir effectivement, les personnes ont besoin d'un certain nombre de ressources. Donc l'idée de capacitant, c'est la présence dans l'environnement de ressources qui permettent l'action efficace. Alors cette idée en fait d'intervention capacitante, c'est la rencontre de trois champs, on va dire. Donc intervention capacitante, constructive, développementale, ces notions étant liées. J'ai rajouté en conduite du changement ou en conduite de la transformation, parce que c'était aussi l'idée de la journée, c'était de montrer en quoi l'ergonomie pouvait aider aux transformations continues des entreprises ou aux conduites de changement un peu plus structurées. Et donc on voit que cette idée, en fait, elle est à la convergence de trois champs. Les travaux qui ont été menés et la pratique des ergonomes, donc qui développent des interventions ergonomiques en conduite de projet ou comme une conduite de projet. Donc ça revient à l'historique qu'a retracé ce matin Fabien, où l'ergonomie a développé une démarche propre d'action sur les situations de travail. Au départ, centré sur la mise en visibilité du travail, ensuite centré sur la conception de produits, de dispositifs industriels, et puis ensuite s'intéressant à l'organisation. Donc il y a eu ce mouvement. Donc il y a une base de connaissances et un métier qui est lié à la mise en œuvre de cette intervention. Ça, je ne vais pas y revenir. Et puis cette approche rencontre en fait l'approche qui est développée actuellement de l'ergonomie constructive, sur laquelle Fabien est également revenu ce matin, et puis l'idée qui est apparue il y a 2-3 ans dans certaines thèses de doctorat, de développer des interventions capacitantes, en lien avec la théorie de Sen sur les capacités, etc. Donc il y a cette convergence en fait de ces approches, ergonomie constructive étant elle-même héritière de l'ergonomie de l'activité, donc liée aux travaux sur l'intervention ergonomique. Et puis en fait, quand je me suis intéressée à cette idée de conduite du changement, je suis allée regarder la littérature sur la conduite du changement, donc plutôt gestionnaire des sciences de gestion et de l'organisation. Et quand on lit ces travaux, en fait, on se rend compte, en tout cas la littérature scientifique, on se rend compte qu'il y a une convergence de termes. C'est-à-dire que dans la littérature sur les sciences de gestion et de l'organisation, on retrouve aussi l'idée de constructif. Les conduites de changement qui doivent être constructives, qui doivent faire appel aux apprentissages des acteurs, qui doivent obéir à des logiques de management et pas uniquement de pilotage type gestion de projet. Donc on retrouve ces termes, sauf que la différence, et ce que peut apporter l'ergonomie du coup, c'est que le travail n'est pas présent, ou en tout cas est caché dans ces approches. Donc on voit on peut trouver des points de convergence dans ces différents éléments, et que du coup, on a peut-être intérêt à se positionner, alors ça revient un peu à des questions qui ont été abordées,
à se positionner clairement comme une discipline qui a des choses à dire et des méthodes d'action et de compréhension à dire dans la conduite du changement. Ça peut être aussi une modalité de développement de la discipline. C'est à discuter, hein. C'est une proposition qui peut se discuter, mais on a peut-être intérêt à se positionner clairement, plus explicitement dans ce champ. Alors ensuite, si on rentre un peu dans le contenu de ce que pourrait être une intervention constructive, développementale, alors on voit que en fait, ces interventions, elles vont avoir plusieurs objectifs. Si on dit qu'une intervention est capacitante, constructive et développementale, c'est que cette intervention, elle met en œuvre un dispositif local d'intervention qui lui-même est capacitant pour les acteurs, c'est-à-dire qui va donner les ressources à travers l'intervention, va servir à mettre en œuvre un certain nombre de ressources qui vont permettre aux différents acteurs impliqués dans l'intervention d'agir. Ça s'est vu tout au long de la journée. Maria Sol a commencé par décrire son dispositif d'intervention qui s'inscrit dans un cadre Lean. Nadine, elle aussi, a décrit le dispositif d'intervention qu'elle avait mis en œuvre. Jana également, Raoni, etc. Donc, c'est une intervention capacitante, constructive et développementale s'appuie sur un dispositif local qui a ses propriétés. Et dans le cadre de l'intervention, ce qu'on a vu aussi au cours de la journée, et ce qui est aussi connu, je pense, d'un certain nombre d'entre vous, c'est que l'intervention, elle va tenir des objectifs politiques, stratégiques, elle est construite socialement, participative, et elle est effectivement constructive. Alors, que je relie à la coélaboration, en fait à la collaboration, une intervention capacitante, constructive, développementale, soutient nécessairement la coélaboration des acteurs. Ça veut dire qu'au sein de l'intervention, il y a des moments, des espaces de discussion où effectivement on coélabore des choses. Pour l'instant, je dis des choses. On verra ce que sont ces choses. Et ça veut dire que l'ingénierie de l'intervention, elle doit mettre en place ces espaces qui permettent effectivement de coélaborer. Premier point. Et c'est surtout sur ce point, en fait, et le dernier qu'on va essayer d'avancer. Le deuxième point, une intervention qui se veut constructive, je vais simplifier, elle vise la conception de situations de travail, donc d'un ensemble de ressources qui soutiennent la mise en œuvre d'un travail de qualité, c'est-à-dire qui articule à la fois la dimension de santé-performance, classique, je pense que là ça ne va pas vous étonner, mais aussi liée aux apprentissages, donc la dimension constructive, et aussi liée au développement, dans le sens que nous a transmis Fabien ce matin, donc liée à la transformation du rapport au travail. Donc une intervention qui se voudrait réellement capacitante, constructive et développementale, devrait articuler ces différentes dimensions. Alors, est-ce que c'est possible de tenir tout ça dans une seule intervention ? On a vu des exemples de dispositifs d'intervention assez gros, assez importants, qui semblaient tenir certaines de ces dimensions. Mais ça demande sans doute soit la conception de dispositifs d'intervention, d'imbrication d'interventions les unes dans les autres, ce qu'a dit Fabien aussi ce matin, que sans doute ces objectifs ne pouvaient pas être tenus dans une première intervention dans une entreprise, mais se construisaient au fil d'interventions dans cette entreprise. Donc premier point, et j'ai perdu le deuxième point, mais c'est pas grave. Donc est-ce que c'est possible que tout soit tenu dans une seule intervention donc est-ce que ça s'inscrit dans des dispositifs? Et puis qu'est-ce que ça implique? C'était mon deuxième point en termes méthodologiques. Est-ce que ce qui est constaté empiriquement par un certain nombre d'ergonomes, qui est que l'intervention ergonomique produit des transformations de représentation, produit des apprentissages, on peut s'en contenter, on se dit bon, on sait, on produit ça, et ça nous suffit? Ou est-ce qu'on se dit qu'on assume vraiment ces objectifs et qu'on va développer des nouvelles méthodes d'intervention, des nouveaux dispositifs d'intervention pour y aller mieux équipés? Donc ça c'est le deuxième point. Et puis troisième objectif de ces interventions, on a vu, ce qui est beaucoup revenu dans les discussions aujourd'hui, c'est l'idée de durabilité, de pérennisation, d'ancrage. Donc ces interventions, elles vont s'ancrer dans les entreprises, donc elles vont viser le développement, la transformation des organisations, des entreprises,
de façon durable. Et ce qui est aussi, ce qu'a pas souligné Fabien ce matin, mais ce qui est présent dans d'autres de ses écrits, de manière durable, est située. C'est-à-dire que la capacité d'une organisation à se transformer, à se développer, elle est nécessairement située. Ça veut dire que pour telle ou telle transformation, on va faire appel à un réseau d'acteurs ad hoc, à des méthodologies ad hoc, et qu'on ne va pas plaquer des méthodes type conduite de projet standardisées pour accompagner la transformation des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, accompagner la transformation des entreprises de manière durable. Et ce que nous a rajouté ce matin Fabien, c'est accompagner la transformation du rapport au travail. Donc, il y a ces deux aspects. Donc, favoriser le développement des organisations, on l'a vu aussi, c'est revenu dans pas mal de présentations, ça veut dire favoriser le travail d'organisation ou de production de règles. Alors, Léonard disait régulation froide, production de règles, production de prescriptions dans le travail de Maria Sol, autopoïèse, donc le fameux gros mot italien de Gianna, comme je parle aussi italien, je maîtrise. Donc, c'est-à-dire la capacité de l'organisation à se renouveler. Et ça passe par, on l'a vu, la mobilisation de réseaux d'acteurs ad hoc, de garants de la démarche, d'acteurs relais qui vont être en capacité de poursuivre en fait ce qu'a initié l'ergonome, et ça passe aussi par la mise en œuvre de structures. Alors on parle de structures participatives en ergonomie. Ces structures participatives, c'est à la fois des structures de décision, d'arbitrage, et puis des structures de collaboration qui s'appuient sur des discussions. Alors on appelle ça des espaces de discussion. Certains chercheurs appellent ça des espaces de discussion. Donc, cette capacité des organisations à se renouveler, à transformer les rapports du travail, passe par la création d'espaces de discussion et de pérennisation. Alors, je pense que c'est Gianna qui faisait cette distinction, et Raoni aussi faisait bien la distinction entre une étape de discussion dans laquelle se met en œuvre une collaboration effective et des espaces de pérennisation. Donc, il y a ces deux temps. Donc là, on voit déjà apparaître quelque chose de plus par rapport à ce que ferait un ergonome de manière, je vais encore dire classique, où on a l'habitude de mettre en place des structures de participation, des espaces de discussion. Par contre, la partie pérennisation n'est pas forcément présente, ou en tout cas enseignée ou présente dans les interventions. Ça, on peut en discuter. Donc, ça veut dire créer des espaces de discussion de pérennisation et aussi les outiller. Donc, il y a une ingénierie de ces espaces à penser, et donc là, on en revient aux questions de méthode. Alors, Gianna parlait aussi d'espaces de pérennisation ou d'espaces pédagogiques. Donc, est-ce que les espaces de pérennisation, c'est uniquement des espaces pédagogiques ou pas? Il y a aussi autre question, je n'ai pas forcément de réponse, c'est juste pour aussi stimuler des liens que vous pourriez faire avec des choses que vous pratiquez. Et pour être assez trivial, il ne s'agit pas de mettre des gens autour de la table et de leur demander ce qu'ils pensent de leur travail, de ses évolutions, etc. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Par contre, la force de l'ergonomie, me semble, c'est justement cette ingénierie des espaces. C'est qu'on est outillé pour donner à voir le travail, on est outillé pour aider à le faire comprendre, et on est outillé pour le transformer. Et c'est pour ça, comme il y a beaucoup d'auditeurs dans la salle, c'est pour ça qu'on vous embête tellement avec la formalisation des analyses de l'activité, la formalisation des diagnostics, parce que c'est ce qui fait force de conviction, ça a été dit par certaines aujourd'hui, ça fait force, ça convainc, et ça aide à donner à voir et ça aide à transformer. Et ça, on est assez bon, je pense, on sait faire. Et dernier point, j'insiste, créer ces espaces de discussion. Et je le redis, ça veut dire créer des espaces de travail collaboratif effectifs. Alors, je vais beaucoup dire effectifs, parce qu'il y a beaucoup, dans la littérature, il y a beaucoup de déclarations. Par exemple, en sciences de gestion, on dit, ouais, voilà, on va stimuler les apprentissages, etc., créer des groupes de travail. Mais le groupe de travail en soi n'est rien si on ne se pose pas la question de l'activité qui est réellement mise en œuvre dans ces groupes de travail, et de comment on la soutient. Et l'activité qu'on cherche à créer, ou que je vous propose de chercher à créer, c'est une activité collaborative, co-élaborative, où en fait on va discuter, argumenter ensemble et chercher à produire, à concevoir quelque chose. Par exemple des règles de travail, par exemple des procédures, par exemple un outil, par exemple un espace de travail, etc.
Et cette activité collaborative, c'est ce qui est présenté par un certain nombre de travaux qui s'intéressent aux apprentissages comme ce qui nourrit réellement les apprentissages. Pour apprendre en groupe, pour faire simple, il faut qu'il y ait du débat et de l'argumentation, c'est ce qui favorise la collaboration de connaissances. Donc notre travail, c'est déjà en partie notre travail d'ergonome que de faire ça. Quand on met en place des situations de simulation, par exemple, type pour accompagner la conception d'un espace de travail, d'une organisation, on crée des espaces de discussion qui sont réellement collaboratifs. On va favoriser l'argumentation, les échanges entre différentes parties prenantes d'un projet. C'est déjà ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut faire différemment ou plus quand on veut s'inscrire directement dans une intervention capacitante? C'est aussi une question. Alors parfois je dis constructif, parfois je dis capacitant, parfois développemental. Tout ça, c'est des choses qui sont en cours de construction. On peut faire des différences, mais l'idée, c'est une intervention qui renvoie à ces trois objectifs, en fait. Ça va au niveau du temps? 5 minutes. Alors du coup, derrière tout ça, il y a différents types de questions qui peuvent se poser, qu'on devra traiter. C'est quelque part un programme de recherche pour la discipline et pour le métier, qui ne va pas être traité en une année. Je pense qu'on en a pour quelques temps. Donc il y a des questions éthiques. C'est ce qu'a soulevé ce matin Fabien, notamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'ergonome est légitime pour traiter des questions de transformation du rapport au travail? Donc ça pose des questions éthiques, des questions de légitimité. Alors c'est aussi en lien avec la dernière question qui a été posée à Jana. Est-ce que, je ne sais pas si je vais le reformuler bien, mais est-ce qu'on vous voit encore comme un ergonome? Est-ce que c'est encore de l'ergonomie? Est-ce qu'on vous voit comme un ergonome? Donc il y a des questions de légitimité du métier. Il y a des questions stratégiques pour l'ergonome que je vais développer ici. Est-ce que quand on intervient et qu'on veut s'inscrire dans une visée capacitante, constructive, développementale, on l'affiche dès le départ? Est-ce qu'on vend ça? Ou est-ce qu'on a plutôt une stratégie du pied dans la porte, de la preuve par l'expérience, de la preuve par le local? C'est Danielou qui évoque ça, et puis Jana le disait aussi. On va faire l'expérience avec les acteurs de l'efficacité du dispositif pour continuer dans cet axe. Est-ce que c'est possible? Donc ça, c'est des questions encore en suspens. Est-ce que pour intervenir, on va créer un dispositif ad hoc, vraiment construit par l'intervention, ou est-ce qu'on va s'intégrer, s'inclure dans des dispositifs existants? Ce que Maria Sol nous a expliqué, c'est qu'elle s'était inscrite dans un dispositif Lean qu'elle avait essayé de rendre plus constructif ou plus capacitant. Enfin, je ne sais pas si tu serais d'accord, si je fais une grosse réduction ou pas. Est-ce qu'on s'inscrit dans des dispositifs REX, dans des conduites de projet? C'est aussi une forme de pratique. Ou est-ce qu'on cherche à construire un gros dispositif qui vise directement ces questions? Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire en lien avec les questions éthiques stratégiques. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, je vais zoomer sur chacun de ces 4 points. Donc ça pose aussi des questions conceptuelles et méthodologiques. Alors conceptuelles, on l'a vu déjà, il y a encore un flou entre capacitant, constructif, développemental, développement des individus, développement de l'activité, développement des collectifs, développement des organisations. Donc il y a encore un travail de clarification de ça. Et au-delà de ça, on voit aussi que derrière l'idée d'intervention capacitante, constructive, développementale, on cherche à atteindre le niveau organisationnel, on cherche à atteindre des niveaux décisionnels. Or, on peut se demander si on est suffisamment équipé, conceptuellement, on en discutait à la pause avec Nadine, si on est suffisamment équipé conceptuellement pour lire des organisations, pour faire une lecture des organisations, pour faire une lecture des acteurs stratégiques, lecture qui plus est, qui doit être opportuniste, parce que ça change au cours de l'intervention, ce qu'on a vu avec l'intervention de Nadine. Est-ce qu'on arrive à identifier, ou est-ce qu'on peut nous aider, est-ce qu'on peut vous aider et nous aider, nous enseignants-chercheurs, à mieux vous équiper pour avoir une grille de lecture et des méthodes d'action à ces niveaux organisationnels? Premier point, en lien avec les questionnements conceptuels et méthodologiques. Pour faire ça, on peut s'appuyer sur d'autres disciplines. On
peut s'appuyer sur les connaissances issues des sciences de gestion, de l'organisation. Pour les autres points, on verra qu'on peut s'appuyer sur des connaissances en lien avec la didactique professionnelle, les sciences de l'éducation. Mais il est fort à parier que ça ne suffise pas et que l'ergonomie doit développer des concepts et des méthodes qui lui sont propres. Donc derrière, ça veut dire un travail de recherche conséquent, un travail d'échange avec la communauté des ergonomes conséquent, qui sera fait, mais qui ne va pas être fait en 2 coups de cuillère à peau. Donc, mieux nous outiller en termes conceptuels et méthodologiques sur le lien avec l'organisation, les dimensions stratégiques des entreprises. Alors, je ne suis pas en train de dire que les ergonomes n'ont aucune grille de lecture sur ces aspects. Je pense qu'il y a un certain nombre d'ergonomes praticiens qui ont développé des représentations opératives de l'organisation et des acteurs et qu'on pourrait aider à formaliser ces connaissances. Mais je ne suis pas certaine que ce soit extrêmement présent dans les formations. Donc ça pourrait être fortement renforcé. Autre point en lien avec les méthodes et la dimension conceptuelle, on voit que quand même derrière cette idée d'intervention constructive capacitante, il y a cette idée d'apprentissage et de formation, quand même. Même si Fabien nous a bien expliqué qu'on ne pouvait pas réduire le développement aux apprentissages, il y a un lien entre les deux, il peut y avoir un lien, et c'était très fort dans la présentation de Jana. Tu as parlé d'espace pédagogique, de formation des managers, et en effet, on peut faire l'hypothèse que pérenniser des dispositifs d'intervention, ça veut dire former aussi. Donc on a des choses à convoquer du côté des sciences de l'éducation, de la formation des adultes et de la didactique professionnelle. Et puis enfin, il y a tout un pan qui est extrêmement important sur la pérennisation de la démarche, la transformation du rapport au travail. Alors pérenniser la démarche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire former les managers, former les opérateurs, aider l'organisation à concevoir des règles de travail de manière continue. Et puis, en lien avec la question de la transformation du rapport au travail, c'est aussi re-questionner les normes et les valeurs. Alors là, ça commence à être moins clair, je pense. Peut-être que c'est très clair pour certains d'entre vous, mais on peut quand même se demander ce que ça veut dire exactement que de faire travailler sur ces aspects. Et puis derrière ces espaces, derrière plutôt ces questions conceptuelles et méthodologiques notamment, il y a une discussion à avoir sur l'ingénierie. Je vous ai dit que l'ingénierie des espaces, elle est extrêmement importante. Je ne vais pas tout passer ici parce que ça va être trop long, mais il y a une réflexion à avoir sur l'ingénierie des espaces de discussion qui sont en fait des espaces d'organisation et des espaces de régulation et des espaces de conception. Et puis sur la conception de ces espaces de pérennisation. Et dernier point, donc je passe vite parce que je voudrais arriver au dernier point aussi. Ces questions, elles renvoient aussi à ces évolutions des ambitions de la discipline, elles renvoient aussi à des questions pédagogiques et didactiques pour la formation initiale et continue des ergonomes. C'est-à-dire que si on assume cette visée constructive, il faut qu'on équipe les ergonomes en train d'être formés et puis éventuellement ceux qui sont déjà formés sur ces aspects. Donc ça veut dire que nous, alors là ça renvoie à notre travail d'enseignant-chercheur, c'est notre travail. Donc ça veut dire qu'on va développer un programme, quelque part, assumer cette ambition constructive, ça implique de développer un programme de recherche pour le métier et pour la discipline, qui dépasse sans doute les capacités de production de connaissances des 50 enseignants-chercheurs français, qui en même temps qu'ils doivent produire les connaissances sur la pratique de l'ergonomie, doivent aussi produire des connaissances sur les évolutions du travail et ce que peut en faire l'ergonomie. Donc si on se met tous à travailler sur la pratique de l'ergonome, même si c'est quelque chose qui nous habite tous, je pense, en certain nombre, parce qu'on est au front avec les étudiants et les auditeurs et qu'on veut vous équiper pour que vous arriviez à vous en sortir sur le terrain, c'est une question qui nous habite tous, mais on ne peut pas engager toute notre force de recherche sur ces questions. On doit traiter ces questions et d'autres questions. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc ça dépasse nos seules capacités et ça veut dire que les évolutions de la discipline, elles sont aussi construites par votre activité et notre activité au quotidien et les capacités de création des ergonomes eux-mêmes qui vont faire vivre ces propositions dans leurs interventions. Et ça veut dire qu'il faut organiser une rencontre ou des rencontres comme la journée d'aujourd'hui par exemple. C'est un moyen de faire converger, de mettre ensemble des interventions singulières et d'essayer d'en tirer des invariants, de le mettre en discussion avec vos pratiques, d'alimenter comme ça nos réflexions.
Donc c'est extrêmement important, mais ça suffit sans doute pas non plus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'échanger, en fait, il s'agit de construire des connaissances qui soient remobilisables en formation. Du coup, il faudrait qu'on réfléchisse, j'ai pas de réponse toute faite, à la constitution de ce qu'on pourrait appeler, attention, une communauté épistémique, c'est-à-dire dont l'objectif est de produire des connaissances, hein, pas uniquement de l'échanger. Alors ce matin, Fabien a parlé de communauté de pratique, je ne sais pas si c'est un terme que vous maîtrisez. Communauté de pratique, c'est des communautés dans lesquelles les personnes vont pouvoir apprendre, pour faire très très court. Là, il ne s'agit pas seulement d'apprendre les uns des autres, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il s'agit de construire quelque chose ensemble. Donc ça veut dire organiser, alors dans des lieux, des moments où on est en position ensemble de collaborer. Du coup, si on applique ce que je vous ai dit au début de l'introduction, c'est-à-dire de créer des moments où enseignants-chercheurs, praticiens, ergonomes internes, ergonomes consultants, ergonomes en service de santé au travail coélaborent des modèles, des je ne sais pas trop quoi. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire en fait avec Nadine. Quand elle a fait son intervention, on a essayé a posteriori, en utilisant une méthode qui est décrite dans l'article, de construire ensemble un certain nombre d'enseignements, de grilles de lecture, d'intervention, sur la base de travaux d'autres personnes. Mais voilà, on pourrait réfléchir à un renforcement, en fait, à la fois de la production de connaissances vraiment structurées autour d'une communauté d'enseignants-chercheurs des différents métiers de l'ergonomie. Enseignants-chercheurs, ergonomes consultants, internes, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Et puis sur ces questions, et puis il y en a peut-être d'autres qui émergeront.